Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire cette conférence ici, dans ce lieu emblématique de l'histoire australienne. Et puis aussi aujourd'hui, c'est aussi une journée très importante. Donc les deux choses sont importantes. Alors, le thème de la conférence, effectivement, c'est un petit peu méconnu, parce qu'on va parler de ce qui s'est passé en fait, après l'armistice, à travers l'histoire de soldats australiens qui sont décédés après le 11 novembre. En fait, quand on parle de la Grande Guerre, on connaît tous 14-18, et parce que la guerre s'est terminée, l'armistice, le 11 novembre, on a tendance à s'imaginer que tout s'est arrêté le 11 novembre à 11 h, le dernier coup de feu a été tiré, le dernier coup de canon, le dernier mort, et puis que c'était fini, et que les soldats sont rentrés chez eux, et non, bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Que vous allez voir à travers ces différents exemples. Alors, la guerre commence en août 1914, et l'Australie entre en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne, mais l'Australie n'a pas d'armes. Toute petite milice à l'époque, donc il faut du temps pour former une armée de volontaires. La population à l'époque, c'est un peu plus de 4,5 millions d'habitants, et il va y avoir plus de 400 000 volontaires. On estime le chiffre est exact, c'est 416 809 volontaires. Donc c'est quand même énorme, ramené sur une population d'à peine 4,5 millions, très grande proportion d'Australiens qui se sont portés volontaires. Vous savez peut-être que la conscription n'a jamais été introduite en Australie. Donc tous ces soldats australiens qui sont venus combattre étaient tous volontaires. C'est important de le préciser. Alors, je reviens quand même rapidement sur la participation australienne pendant la guerre, pour bien comprendre. On évoque souvent la bataille de Gallipoli, les Dardanelles, c'est la même chose, comme le premier combat, le baptême du feu des Australiens pendant la Première Guerre mondiale. Mais non, en fait. Les Australiens combattent d'abord, dès 1914, en Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Guinée, c'est cette île au-dessus de l'Australie, qui était une colonie allemande. Alors, il y a quelques combats, ici notamment un navire australien, le Sydney, qui coule un navire allemand en novembre 1914. Officiellement, c'est le premier coup de feu tiré par les Australiens pendant la guerre, en novembre 1914. Mais bien évidemment, le débarquement de Gallipoli, le 25 avril 1915, qui est très connu des Australiens, marque vraiment leur première grande bataille et leur entrée en masse dans ce conflit. C'est une campagne qui est très difficile, parce que c'est en fait c'est très statique, elle progresse très peu. Et cette campagne s'achève en décembre 1915 par l'évacuation de la presqu'île, et on compte plus de 26 000 Australiens tués, blessés ou portés disparus lors de cette campagne des Dardanelles. Alors, quand ils arrivent sur le front ouest, beaucoup de ces Australiens sont basés dans le nord et dans les flancs, du côté d'Armentières, vraiment à la frontière entre la Belgique et la France. Et la première bataille sur le front ouest, c'est la bataille de Fromelles, en juillet 1916. Et pratiquement en même temps, quelques jours après, c'est la bataille de la Somme, qu'on connaît tous, de juillet à novembre 1916. Des batailles qui vont être très coûteuses en humaine pour les Australiens, Osières par exemple, ou Flair, et cet hiver 1916-1917 qui est le premier hiver que les Australiens passent sur le front, qui est un hiver très froid, première expérience pour eux, des conditions terribles de l'hiver. En 1917, des combats dans les Flandres, en Belgique, Ypres, la bataille de Pachenham, la bataille de Ducourt. Alors, je ne les cite pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pour avoir une idée globale de leur campagne. En 1918, les Australiens sont de retour ici en France et dans la Somme. La bataille de Villers-Bretonneux, qui a lieu le 25 avril 1918. C'est pour ça que ce site ici, il est si important pour les Australiens, parce que cette contre-attaque australienne, elle a eu lieu exactement 3 ans après le débarquement de Gallipoli, 25 avril 1915, 25 avril 1918. C'est pour ça que ce lieu a été choisi après la guerre pour les Australiens, pour ériger ce mémorial. S'ensuit, après la bataille du Hamel, et la
la Somme, les Roms aussi, et la ligne Hindenburg. Non, les derniers combats, officiellement, la dernière bataille australienne sur le front ouest, c'est la bataille de Montbéliard. Montbéliard, c'est dans l'Aisne, pas très loin de Saint-Quentin. Et après cette bataille, retrait des troupes australiennes du front. Donc, officiellement, il n'y a plus de troupes combattantes australiennes après cette date-là. Officiellement, en fait, non. En terminologie militaire, on utilise le terme bataille quand il y a au moins une division qui participe à cette opération. Si c'est moins qu'une division, si c'est par exemple un régiment ou un bataillon, on n'utilise pas le terme bataille, on va utiliser raid ou escarmouche. Donc vous voyez, en fait, après, il y a quand même eu des raids, des escarmouches, et c'est parce qu'il y avait moins d'une division. Donc à la fin de la guerre, en fin 1918, octobre-novembre, il y a à peu près 100 000 Australiens qui sont encore sur le front, au moins 100 000, 95 000. Dans l'histoire officielle, le dernier tué au combat australien, les derniers, sont tués le 4 novembre 1918, donc quelques jours avant la signature de l'armistice. Et l'un d'eux, c'est le soldat Albert. C'est pas lui, c'est le soldat Albert Davet. Il est ici. Alors lui, c'était un ancien mineur dans l'état du Victoria. Il y avait beaucoup de mines en Australie. Il était marié, il a quitté l'Australie en 1916, il a porté volontaire. Et il travaillait au sein d'une compagnie de tunneliers. C'était ces soldats qui étaient chargés de creuser les tunnels pendant la guerre pour aller sous les tranchées allemandes, installer des explosifs et faire détruire des explosifs pour détruire les positions ennemies. Il a participé notamment aux opérations à Messine, en Belgique, qui est connu justement parce que ces opérations souterraines ont été très très importantes à Messine. Et en 1918, il a 34 ans, et on est donc en novembre, les Allemands reculent, les Australiens, les Alliés avancent. Donc là, on ne creuse plus de tunnels. Évidemment, il y a même plus de tranchées, puisque le front recule. Donc on n'utilise plus ces tunneliers, mais on utilise l'unité à laquelle il appartient comme une unité de travailleurs, d'ingénieurs. Donc sa petite unité, elle est rattachée à une unité britannique. Et les Australiens sont chargés de construire un pont sur le canal de la Sambre en transportant des poutres en acier pour que les troupes puissent traverser. Donc le 3 novembre, la veille de l'attaque, le caporal Davet, il va voir son commandant et il a un mauvais pressentiment. En fait, il est convaincu qu'il va mourir. Il lui dit, je pense que je vais mourir. Il lui demande de veiller à ses affaires personnelles et de les envoyer à sa femme. Et son commandant, il le connaît bien, parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, il le rassure, il lui dit non, t'inquiète pas, ça va aller. Et le lendemain, le 4 novembre 1918, il est au bord du canal, il attend des poutres en acier pour construire le pont, un obus allemand explose et tue 3 soldats, dont lui, le caporal Albert Davet. Donc malheureusement, son pressentiment s'est avéré vrai. Il est enterré dans un petit cimetière qui s'appelle Rejet du Beaulieu, dans le département du Nord. Le même jour, le 4 novembre 1918, et aussi fait partie de ces dernières pertes australiennes, il y a 3 aviateurs australiens qui meurent au combat aérien. Le capitaine Baker, c'est lui, ainsi que le lieutenant Simons et Palliser. Alors si vous regardez cette photo, c'est lui qui l'a prise, c'est un selfie. À l'époque, voilà comment on faisait des selfies avec un miroir. Ce soldat, Baker, il recevra à titre posthume une distinction militaire, la Distinguished Flying Cross, une haute distinction militaire. Donc ce sont les dernières pertes au combat australiennes, le 4 novembre 1918. Vous savez tous que l'armistice est signé le 11 novembre. Alors, je reviens un petit peu quand même sur l'armistice parce qu'on n'a pas signé comme ça du jour au lendemain. En fait, dès l'été 1918, juillet 1918, les Allemands savent que la guerre est perdue.
Les grandes offensives lancées au printemps 1918 ont échoué et commencent les contre-offensives françaises, britanniques et australiennes. Les Allemands commencent à reculer. Donc, dès l'été 1918, on commence à entamer des discussions. Les Allemands commencent à essayer de chercher une sortie honorable de la guerre, mais partout les Allemands reculent. Le 28 septembre, Hindenburg et Ludendorff, ce sont des généraux, c'est eux qui deviennent vraiment les maîtres de l'Allemagne. Le Kaiser Guillaume II a perdu pratiquement le contrôle à ce moment-là. Il décide d'organiser donc l'armistice. Donc on est fin septembre. Ça prend du temps, il y a beaucoup de discussions. En octobre, Guillaume II nomme à la chancellerie le prince Max de Bâle pour négocier la paix. Et puis la situation en Allemagne devient chaotique, bascule dans l'anarchie et la guerre civile. Le 5 novembre arrive par message de demande d'armistice. Le 7 novembre, une délégation allemande traverse le front. Le 9 novembre, l'empereur Guillaume II abdique et part en exil. Le maréchal Foch reçoit la délégation pour la Compiègne, dans le wagon qu'on connaît, et la délégation allemande a 3 jours pour accepter les conditions. Les discussions sont assez tendues, même au sein des alliés, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la conduite à mener. Il y en a qui veulent poursuivre le combat, comme Pétain par exemple, qui veut continuer à combattre, contrairement à Foch et Clémenceau. Le 11 novembre, l'armistice est signé dans la nuit avec une application qui est fixée à 11h. Donc, fin des hostilités à 11h le 11 novembre. Avec des conditions très dures pour l'Allemagne, retrait des troupes, livraison de matériel de guerre, zone d'annexion rive-gauche du Rhin. Alors, c'est un armistice qui est. C'est pas une reddition. C'est-à-dire, les Allemands ne baissent pas, ne rendent pas les armes. Non, c'est l'équivalent, on va dire, d'un cessez-le-feu, qui est temporaire, signé pour 3 mois. C'est important de le préciser parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, ça veut dire que c'est pas vraiment la fin. La fin, elle n'est pas actée le 11 novembre. Ça mettra du temps, cet armistice, il sera renouvelé 3 fois. Vous savez peut-être que certains parlent de la guerre 1914-1919, parce qu'on peut considérer que la fin de la guerre, c'est la signature du traité de Versailles en 1919. Alors, sur le front, qu'est-ce qui se passe le 11 novembre? Bien sûr, tout le monde sait depuis quelques jours que l'armistice va être signé. Les cloches sonnent, on parade. Je vous ai mis une photo ici, on parade des Australiens dans la Somme le 11 novembre. Mais il y a quand même des combats, on continue à se battre, comme tous les jours depuis 1914. Ce jour-là, le 11 novembre 1918, on dénombre 11 000 tués, blessés ou disparus. Une journée de guerre normale, entre guillemets, 11 000 pertes ce jour-là. Pour donner une échelle de comparaison, 11 000 pertes ce jour-là, c'est plus que le 6 juin 1944. C'est plus que le jour J. Il y a plus de soldats qui meurent le dernier jour de la guerre que le jour du débarquement. Alors, quelques exemples parmi les plus connus. Par exemple, il y a une attaque américaine sur le village de Stenay, le 11 novembre 1918, qui fait 300 victimes dans les rangs américains. Les derniers soldats officiellement tués pendant la guerre, Augustin Trébuchon, dans l'armée française, vous avez peut-être entendu parler de lui, il est tué à 10h45, donc un quart d'heure avant 11h. Il est tué d'une balle dans la tête en portant le message, justement, de l'armistice. George Lawrence Price, un Canadien, qui est tué à 10h58, et officiellement le dernier, c'est un Américain, c'est Henry Hunter, qui lui meurt à 10h59, une minute avant 11h. Alors pour les Australiens, on l'a dit, il n'y a plus de troupes combattantes, mais on dénombre ce jour-là 18 décès australiens, date du 11 novembre 1918. La plupart
ensuite de blessures ou de maladies, comme la grippe espagnole, on en reparlera un petit peu plus tard. Parmi ces différents essais, je vais vous raconter l'histoire de Richard Williams. Histoire assez tragique. Il est originaire d'Australie du Sud et il s'engage au sein du 51e bataillon d'infanterie. Il arrive en France en 1917, il combat et il est admis à l'hôpital en 1918 avec le syndrome du pied de tranchée. Le pied de tranchée, c'est quelque chose qui a touché beaucoup de soldats pendant la guerre. C'est lié aux conditions dans les tranchées. Le soldat ayant toujours ses pieds dans la boue, parfois dans l'eau, jusqu'aux genoux. C'est un phénomène qui bloque la circulation du sang et qui fait que le pied gangrène. Et on ne le sent pas. C'est un peu similaire à des pathologies diabétiques, par exemple. Donc ça peut être grave, ça peut conduire à des amputations. Hein. Donc il est soigné pour ce pied de tranchée, d'abord à Ottawa, puis en Angleterre. Et il commence à présenter des troubles aussi psychologiques. Alors à l'époque, on ne sait pas trop définir ce qu'il a. En fait, il souffre de shell shock, syndrome post-traumatique. Et donc, il est déclaré inapte et on le renvoie en Australie. Il embarque dans un bateau en Angleterre et au moment d'embarquer, en fait, il se jette par-dessus bord. Il essaye de se suicider en se jetant du bateau. Heureusement, le bateau est encore dans le port, il y a un remorqueur, il y a des gens qui le voient, ils arrivent à le secourir, à le remonter dans le bateau. Et considérant son état et ses tendances suicidaires, le commandant du bateau l'enferme dans une cellule, dans une cabine, et fait garder sa cabine. Le bateau arrive sur les côtes australiennes des semaines après, parce que c'est un long voyage, c'est des semaines et des semaines d'Angleterre jusqu'à l'Australie. Et ce jour-là, c'est le 11 novembre 1918. Par hasard, le bateau est en vue de Fremantle et Richard Williams réussit à échapper à la vigilance du gardien et il se jette à nouveau par-dessus bord. Seulement, cette fois-ci, son corps ne sera jamais retrouvé. Donc c'est assez tragique parce qu'il se suicide le dernier jour de la guerre alors qu'il arrivait chez lui en vue des côtes australiennes. Ce soldat il est commémoré sur le mémorial qui se trouve au-dessus de nos têtes, ce mémorial aux disparus australiens. Il y a 11 000 noms sur ce mémorial. Beaucoup sont portés disparus au combat, mais pas que. Hein. Par exemple, ce soldat, Richard Williams, 51e bataillon, son nom est sur la droite, on est face au mémorial. Alors, vous voyez, ça vient justement de son dossier militaire. Ces dossiers sont très très complets, j'en parlerai tout à l'heure. C'est extrêmement détaillé, on va se marquer en anglais, qui s'est suicidé en sautant du bateau à Fremantle, en Australie. Alors, je voudrais évoquer un peu ce problème du shell shock, du syndrome post-traumatique. Donc, énormément de soldats vont souffrir, et qu'on ne sait pas à l'époque diagnostiquer, parce que ça a différentes formes, et puis on ne sait pas le traiter non plus. Et on ne connaît même pas l'origine, alors certains disent que c'est quelque chose qui touche les faibles, et on ne doit pas envoyer les faibles au front. Il y a un débat aussi sur le nombre de soldats qui ont souffert de ça. Alors, le chiffre officiel dit qu'il y a à peu près 20 000 Australiens qui ont souffert du shell shock. En fait, les chiffres exacts, on ne les connaît pas, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup plus que ça. Alors, il y a un universitaire de Melbourne qui estime qu'il y en a au moins 50 000 en plus, près de 70 000. Alors, 70 000 sur 400 000 qui se sont engagés, ça fait encore une fois une proportion énorme. En fait, on ne sait pas parce que c'est difficile à diagnostiquer et on ne peut même pas mettre de mots dessus. Alors certains, des fois, c'est considéré comme une blessure, des fois c'est considéré comme une maladie, des fois on ne sait pas. Alors quand on regarde, d'ailleurs,
les dossiers des soldats, les mots utilisés sont toujours différents. Alors parfois on va nommer shell shock, parfois on va dire que c'est neuralgie, parfois on va marquer cœur irritable, neurasthénie, stress, hystérie, débilité. Et dans le cas de Richard Williams, sur son dossier, c'était marqué débilité. On voit, on ne sait pas diagnostiquer, on a qu'il est sénilité. Alors, dans les chiffres officiels, on recense quand même 550 cas de suicide dans l'armée australienne. Ça, c'est ceux qui sont recensés pendant la guerre et tout de suite après la guerre. Mais il y en a certainement plus parce qu'il y en a qui se sont certainement suicidés après, toujours des suites du traumatisme. Ce qu'on sait par contre, c'est que la plupart des suicides ont eu lieu dans les années après-guerre, 1919 à 1920. Alors, un autre soldat dont je vais vous parler, c'est Charles Henry Styles. Alors, il travaillait, lui, dans l'Australian Railway Corps. C'est petit chemin de fer, hein, beaucoup de chemin de fer pendant la guerre. Dans son dossier militaire, lui, il comporte 142 pages. Donc, là, j'ai juste un extrait d'une page, en son cas, 142 pages. Ce que les Australiens ont fait en numérisant leurs archives, c'est un travail remarquable. Je le dis parce que c'est vraiment unique. Chaque soldat australien, le dossier est numérisé à Canberra, il est accessible en ligne. Ces dossiers sont extrêmement précis. Ça dit à partir du moment où le soldat s'est engagé, ses états de service, s'il a été blessé. On a aussi toutes les correspondances avec sa famille, les lettres écrites, les réponses. C'est extrêmement complet. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je peux vous parler de l'histoire détaillée de ces soldats grâce à ce travail remarquable dans les archives australiennes. Alors je ne vais pas vous montrer les 142 pages de son dossier, juste quelques-unes, vous voyez, quand il s'enrôle, s'il a des signes distinctifs, dans son cas, il manquait 3 doigts, il s'est noté qu'il a une cicatrice à cet endroit-là, etc. C'est hyper complet, on avait les dossiers dentaires. Alors il s'engage en 1916, mais il est assez rapidement révoqué, renvoyé en Australie à cause de strabisme. En fait, à l'époque, il y a quand même un certain nombre de gens qui s'engagent, mais qui sont refusés pour des raisons médicales. Au début, c'est assez strict. Après, ça a l'air de moins. Un strabisme, paralysie musculaire. Mais il réussit à se réengager en 1917 dans l'Australian Railway Corps. Il passe du temps à l'hôpital, il tombe malade et il est rapatrié en Australie. Le 26 juin 1919, il meurt de la tuberculose à bord du bateau. Quand on meurt à bord d'un bateau, on est inhumé en lettres. Donc ce soldat n'a pas de tombe connue. Ce soldat aussi est commémoré sur le mémorial ici aux disparus de Villers-Bretonneux. Son oncle, l'oncle du soldat Styles, a aussi été tué pendant la guerre. Donc ce mémorial qui se trouve au-dessus comporte un certain nombre de soldats qui ont été inhumés en mer, quelques exemples comme ça. Un soldat Israël Dahl, qui est aussi inhumé en mer, mort à bord du bateau d'une crise d'épilepsie. Soldat Jones, également, qui meurt d'une gastro-entérite, inhumé en mer. Il y a à peu près une trentaine d'Australiens commémorés sur ce mémorial, qui sont morts après l'armistice et qui ont été inhumés en mer. Alors, je vais donner quelques chiffres. 313 000 Australiens ont servi sur le front européen pendant la Première Guerre mondiale. 213 000 ont été tués, blessés ou portés disparus. Alors, dans le détail, 54 000 tués, 4 000 prisonniers, 155 000 blessés. Et je rappelle, je disais tout à l'heure, on disait 20 000 soldats qui souffrent de shell shock, syndrome post-traumatique, peut-être même 70 000. Donc c'est énorme. En 1920, ils ont pratiquement tous été rapatriés, mais on a quand même
quelques autres chiffres un peu macabres, mais c'est la réalité de la guerre. Hein. En 1918, on compte 1165 Australiens qui ont eu une amputation de la jambe, 584 qui ont eu le bras amputé, 16 000 Australiens qui sont affectés par les gaz. La grippe espagnole fait des ravages dans le monde entier, aussi en Australie. On estime, par exemple, 15 000 Australiens meurent. C'est difficile à dire parce qu'en fait, il y a eu plusieurs vagues successives de grippe espagnole. Donc, fois, c'est certainement plus. Les chiffres, de toute façon, exacts, on ne les connaît pas. Hein, je ne vais pas rentrer en détail ou chipoter sur les chiffres, c'est exactement la même chose en France pour les autres. On admet des chiffres officiels, mais on sait que ça reste des estimations. Alors, que se passe-t-il après le 11 novembre? Après l'armistice. L'armistice, je l'ai dit, est temporaire. Il a été signé pour une durée de 36 jours, il sera renouvelé 3 fois. Les troupes australiennes restent, ils sont dans une zone occupée en Belgique. Alors, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous reconnaissent où cette photo a été prise? Un petit indice, là, ça vous dit quelque chose, ça? C'est la place de Waterloo. C'est Waterloo. Voilà. Donc, ces Australiens, ils font un peu de tourisme à Waterloo en 1919. Pas le bon choix. Mais, du tourisme, mais il y a quand même d'autres endroits où les combats continuent après le 11 novembre. On peut parler de l'Afrique de l'Est, pardon, il y a un général allemand qui va tenir tête aux alliés, c'est Letto von Letto-Vorbeck, qui est à la tête de 14 000 Allemands, va sillonner toute l'Afrique et se rendra seulement le 25 novembre. La très grande majorité des soldats morts après l'armistice sont morts suite de leurs blessures ou de maladies. C'est des milliers, des dizaines de milliers, quand même, tout, je parle pour tout le monde, parce que c'est vraiment des centaines de milliers. Par exemple, ici, dans le cimetière, à l'entrée du mémorial, il y a un certain nombre de soldats australiens qui sont enterrés ici, qui sont morts après la guerre à l'hôpital de Dury. L'hôpital de Dury, c'est Pinel, si vous connaissez. C'est un hôpital pendant la guerre. Les Australiens sont morts, ils avaient été enterrés d'ailleurs à Pinel à l'époque. Après la guerre, on les a rapatriés ici, ils sont enterrés parmi les autres. Alors, il y a des exemples de cimetières, justement, qui sont entièrement d'après-guerre, comme le cimetière de Maubeuge, sous le bois. Dans ce cimetière, il y a 45 Australiens et 64 Britanniques, qui sont tous morts après l'armistice. Par exemple, on trouve le soldat John Doring, qui meurt le 13 décembre 1918. Alors lui, il est blessé accidentellement en manipulant un obus de mortier allemand. Un gros obus de mortier sur la tête de l'obus, il y a la fusée. Et toujours selon ses états de service, c'est très détaillé, on nous explique qu'en fait, il manipulait cette tête d'obus, peut-être qu'il l'a dévissé, on ne sait pas, l'obus a explosé, il est gravement blessé à la tête et à la poitrine, et il décède de ses blessures donc, le 13 novembre 1918. Un autre soldat enterré dans le cimetière de Maubeuge, c'est un major qui s'appelle Thorsby Morel. C'était un jeune officier, 23 ans major, qui faisait partie d'ailleurs du staff du général Monash. Qui commandait les troupes australiennes sur le front ouest. Son dossier indique qu'il a eu la grippe espagnole, mais aussi en fait qu'il est mort par des blessures auto-infligées. En fait, vraisemblablement, il savait qu'il allait mourir de la grippe espagnole et il s'est suicidé. Donc il meurt le 27 février 1919. Un autre soldat que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé trace, c'est un soldat australien qui est enterré à Paris. À ma connaissance, c'est le seul. Il s'appelle George Victor Henry Herndon. Il est mort le 5 août 1919. Il y a peu d'informations sur lui, vraisemblablement, il serait mort en se noyant dans la Seine. Et il est enterré au cimetière de Paris à Pantin. Mais là, il y a assez peu d'informations.
Alors je disais, il y a des endroits où on se bat, notamment en Russie. Et oui, les Australiens qui vont se battre sur le front russe après la Première Guerre mondiale. C'est assez peu connu. Après la Révolution russe, la situation est très compliquée en Russie, les Russes blancs contre les bolcheviks. Et les Britanniques veulent protéger leurs intérêts, certains intérêts dans les ports du nord de la Russie, comme Murmansk par exemple, et ils demandent des volontaires pour aller combattre en Russie. Il y a une expédition britannique qui est menée. L'armée australienne ne veut pas envoyer d'unités, mais si les Australiens veulent y participer, il faut qu'ils s'engagent au sein de l'armée britannique. Et c'est ce que font un certain nombre d'Australiens. Plusieurs centaines qui voulaient y aller. Apparemment, on parlerait de 150 Australiens. Encore une fois, les chiffres ne sont pas exacts. Alors, on peut se demander quelles sont les raisons de leur engagement, pourquoi ils veulent aller combattre là-bas. Les raisons elles peuvent être diverses. On connaît par exemple l'histoire du caporal Sullivan, un Australien qui s'est engagé, et à partir du moment où il s'est engagé, il arrive sur le front, la guerre est finie en 1918. Et lui, il veut combattre, il s'est engagé, donc il s'engage dans cette expédition britannique pour aller combattre en Russie. Pour d'autres, ça peut être qu'ils veulent continuer de se battre. Pour certains, ça peut être par loyauté envers la couronne britannique, pour servir les Britanniques. Le plus connu d'entre eux, c'est ce monsieur qui s'appelle Samuel Pierce. Alors Samuel Pierce, il est né au Pays de Galles. Il émigre avec ses parents en Australie en 1911. Il travaille à la récolte des fruits, à la ferme, il pose des pièges à lapins, et il se porte volontaire. Il arrive d'abord à Gallipoli en 1915, quelques semaines avant l'évacuation. Il arrive ici dans la Somme, il est blessé à la bataille de Cauzière en août 1916. Il reçoit une médaille militaire pour son action dans les Flandres en 1917. Il est décoré par le général Burgoyne, un général connu. Pour l'anecdote, le jour où il reçoit sa médaille, sa cérémonie officielle, en fait, il n'y a plus de médaille disponible. Donc le général le décore certainement avec le ruban, mais il n'y a pas de médaille. Ça, encore une fois, c'est dans les dossiers militaires. C'est pour vous dire à quel point c'est complet. On a même des petites anecdotes comme ça. Alors, dans ces états de service, il y a aussi quelques faits de désobéissance, négligence, non-respect des ordres, ce qu'on trouve souvent dans les dossiers australiens. Il est blessé en 1918, et après l'armistice, donc il se porte volontaire pour aller combattre en Russie. Le 29 août 1919, en Russie du Nord, il traverse un réseau de barbelés sous le feu ennemi. Il attaque une position avec succès, mais malheureusement il est blessé et il meurt de ses blessures. Pour son action héroïque, il recevra la Victoria Cross, qui est la plus haute distinction dans l'armée. C'est assez rare, il y a peu de soldats qui ont la Victoria Cross, de mémoire. Dans toute la guerre, je crois qu'il y a que 66 Australiens qui ont reçu la Victoria Cross. C'est vraiment pour un acte héroïque. Il est enterré à Obozerskaya. C'est mis en droit parce que c'est vraiment au fin fond de la Russie. Et malheureusement, plus tard, sa tombe est perdue. Ça, c'est une photo de sa tombe qui est prise à l'époque, mais plus tard, dans le chaos de l'après-révolution, il n'y a plus de traces de sa tombe. Sa tombe aura été retrouvée en 2018. J'ai découvert ça quand j'ai fait des recherches. Après 10 années de recherche, il y a un groupe de chercheurs qui aurait retrouvé sa tombe. En fait, ils auraient retrouvé l'endroit exact et les restes d'un corps, et ils pensent que c'est lui parce qu'ils ont trouvé ses pierres. Vous savez, quand le soldat était enterré, il y avait des pierres devant, et quand ils ont retrouvé ses pierres. En trouvant ces pierres et avec cette photo d'époque, on pense que c'est lui. Alors ça c'était en 2018, je n'ai pas eu d'autres infos depuis, peut-être qu'il y a eu des tests ADN, je ne sais pas, mais il aurait été retrouvé. Alors une cause aussi très très fréquente de mort pendant et après la guerre, c'est les accidents. Alors, les accidents, il y a toutes sortes d'accidents. Alors officiellement,
le total des Australiens qui sont morts par accident pendant la guerre, il est de 1200. Encore une fois, ça c'est une estimation, c'est certainement un peu plus. Certains des accidents sont certainement aussi des suicides. Hein. Des fois, c'est difficile de faire la part des choses. Dans les accidents fréquents, on trouve les crashs d'avions. L'aviation, c'est tout début, il y a énormément d'accidents. C'est même plus dangereux de conduire un avion que d'être engagé dans un combat aérien. Quelque chose qui est très fréquent, c'est aussi des accidents de tir. Ce qu'on appelle les dommages collatéraux. C'est impossible de quantifier, mais il y a eu énormément, de chaque côté. Hein, c'est pareil, quelle que soit l'armée. Des soldats qui meurent sous le feu de leur propre canon ou mitrailleuse. Des soldats aussi qui meurent en manipulant des munitions, en se tirant dessus par accident. On dénombre aussi beaucoup de chutes de cheval, des collisions avec des véhicules, un train, noyades. Il y a des cas d'électrocution, par exemple, on a deux Australiens qui sont morts foudroyés en 1916. C'est faut pas de chance. Alors, je vais vous raconter l'histoire de certains d'entre eux. Il y a certes, c'est des histoires vraies, bien entendu. Il y a certaines histoires qui pourraient être prêtées à sourire. Malheureusement, ces soldats sont tous morts. Alfred William Askew, originaire de Victoria, il est ingénieur motoriste. Il a 26 ans lorsqu'il s'engage en février 1916. Il quitte Melbourne en juin 1916. Petit séjour à l'hôpital à cause de la grippe. Il survit à la guerre et on est le 25 décembre 1918, le jour de Noël. Donc la guerre est terminée. Noël, c'est un jour important pour les soldats. Ils sont dans leur régiment, c'est un peu comme une famille. Donc ils célèbrent ça tous ensemble. Donc vous voyez, cette photo, c'est une salle qui est décorée pour Noël avec des drapeaux, mais des guirlandes. Et ce jour-là, justement, ce soldat, il monte sur une échelle et il installe des guirlandes. Ça, des guirlandes électriques. Malheureusement, en faisant le branchement, il s'électrocute, il tombe de l'échelle et il se fracture le crâne et il meurt. Mort par accident en branchant des guirlandes de Noël après la guerre. Alors, son dossier aussi est très complet. En fait, pour chaque accident ou mort, on va essayer de retrouver des témoins pour savoir les circonstances de la mort. Donc là, il y avait beaucoup de témoins dans la salle. Donc on a tous ces témoignages. C'est certain, je n'ai pas tout mis. On explique exactement en détail ce qu'ils ont vu. Il était sur une échelle, il y avait une ligne de 11 000 volts, et j'ai vu des éclairs, il est tombé. Donc ce soldat, il est enterré dans un petit cimetière en Belgique, à Morville. Un autre soldat, c'est William Rollins Delridge. Encore une fois originaire de l'État du Victoria, il s'engage en 1915, mais il est démobilisé assez rapidement parce qu'il a falsifié le document, le consentement de ses parents. En fait, il était trop jeune, il a triché et on s'est rendu compte, donc il est renvoyé. Mais il se réengage en 1917, il a l'âge requis, et il arrive en août 1918 en France. Il participe à ces dernières batailles. Et le 22 novembre 1918, après l'armistice, il fait partie d'un convoi qui est dans l'Aisne, à côté de Bohain. Et il est sur son vélo. Il y a beaucoup de troupes à vélo, à cheval, il y a encore assez peu de véhicules. Hein. Il est sur son vélo et il y a un embouteillage. Donc il arrive, il doit freiner et il est déséquilibré sur son vélo. Il tombe à la renverse sur la voie d'en face au moment où un camion arrive en face. Et malheureusement, le camion lui roule dessus et il décède. Mort accidentelle, écrasé par un camion. Il est enterré dans le cimetière tout près de là où il est mort, à côté de Bohain. Beaucoup de cyclistes, je l'ai dit d'ailleurs dans le cimetière australien, ici, il y a la tombe d'un cycliste australien, son unité est marqué
c'est Australian Cyclist Corps. Alors, le chemin de fer joue un rôle essentiel pendant et après la guerre. Donc, pourquoi le chemin de fer s'est développé? Il y a des intérêts militaires. Évidemment, en Europe, avant de penser au tourisme, le chemin de fer, on le pense pour déplacer les troupes, les munitions, le matériel. D'ailleurs, les grandes offensives qui ont été lancées de part et d'autre pendant la guerre, c'était souvent destiné à couper les lignes de chemin de fer d'un ennemi. C'est le cas à Amiens, par exemple. L'offensive allemande, elle voulait arriver à Amiens pour couper ces lignes de chemin de fer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, les chemins de fer. Et c'est dangereux aussi. Pendant la guerre, il y a plus de 112 Australiens qui sont morts d'accidents de train. Dont, par exemple, le soldat Albert John Laughlin. Alors, à l'époque, les trains, c'est très basique. Bien sûr, c'est des locomotives à vapeur, et on transporte les soldats dans des wagons de marchandises, souvent des wagons à bestiaux. Il n'y a pas de confort, il n'y a pas de toilettes, même pas de fenêtres. Donc les soldats, ils font un peu comme ils peuvent, comme ils veulent. Donc ce soldat, il participe à la guerre, aux campagnes de 1916-1917, il est blessé 2 fois, et il est envoyé à l'hôpital de Havre, en train, justement, au début 1919. Et le 13 avril 1919, il sort de l'hôpital et il est dans le train, il est dans un wagon de marchandises, il est assis sur le bord avec les gens en dehors du train. Il se demande de deviner ce qui arrive, parce qu'on la voit en face d'un train de 3 heures qui arrive et qui le percute et il meurt sur le coup. Des accidents de train, il y en a eu beaucoup. Je pense à un soldat qui est commémoré ici, son mémorial australien, c'était William Gravel. Alors lui, il n'est pas mort après la guerre, il est mort pendant la guerre, mais il est mort, il était dans le train en fait, et il ouvre la porte pour satisfaire un besoin naturel, parce qu'il n'y a pas de toilette dans les trains, au moment où le train entre dans un tunnel. Et sa tête heurte la voûte du tunnel, il tombe et il meurt. Une autre histoire tragique, c'est les frères Thomas. Alors, on est de retour en Australie, puisque ces deux frères qui s'étaient engagés au tout début de 1914, au tout début du long état de service, ils ont tous les deux survécu à la guerre, ils sont tous les deux rentrés en Australie. Frédéric rentre en Australie le 17 novembre 1918, et un mois plus tard, c'est son frère Charles qui rentre en Australie. Donc ils se retrouvent quelques jours avant Noël, et le Boxing Day, le 26 décembre, avec leur cousin de 14 ans, ils font route vers le marché pour acheter des légumes. Alors ils ont emprunté la voiture de leur père. Alors quand je dis la voiture, c'est une voiture à cheval. Il y avait des chevaux, l'attelage carrière. Ils arrivent à un passage à niveau, à Newport, en Australie. Et alors à l'époque, passage à niveau, il n'y a pas de barrière automatique. Évidemment. Il faut regarder à droite à gauche. Donc ils s'engagent sur le passage à niveau, les chevaux passent. Au moment où le chariot passe sur les voies, le train arrive, le train percute le chariot et ils sont tués tous les 3. L'histoire, elle ne s'arrête pas là, parce que quelques heures plus tard, leur père, il est dans le train. Et le train passe au niveau du passage à niveau. Et le père voit au bord du passage à niveau les restes, l'épave du chariot pulvérisé par le train, et il reconnaît que c'est son chariot. Donc il descend au premier arrêt pour demander des nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est là où il apprend qu'ils sont morts tous les 3. Ces 2 frères sont enterrés en Australie au cimetière de Williamstown. Un autre accident de train similaire, c'est Richard Mearn, qui rentre chez lui en Australie le 25 mai 1919. À l'époque, les trains, on disait, c'était des machines à vapeur.
c'est assez difficile pour un train de s'arrêter complètement et de repartir. Donc il avait demandé au conducteur de train s'il pouvait ralentir au moment où il passe devant chez lui, ou devant l'arrêt, que lui puisse sauter du train et puis le train ne s'arrête pas complètement. Et c'est ce que le train fait, il ralentit. Richard Wang saute du train, mais il se prend les pieds dans le wagon. En fait, il passe sous le wagon et il passe au long du train. Il décède quelques peu après. Une autre histoire assez triste, c'est William Henry Kelly, qui s'engage à 19 ans et qui est blessé dans les flancs par la bataille de Chenal en 1917. Et en 1919, il est de retour en Australie et il rentre chez lui le 27 juillet 1919. Et un peu moins d'une semaine plus tard, il était à la chasse au lapin avec son frère, ses sœurs et un ami. Il y a beaucoup de chasseurs en Australie, c'est un pays où on chasse beaucoup. Il y a énormément de lapins. Les lapins, c'est considéré comme une peste. Donc, très souvent, d'ailleurs, dans beaucoup de dossiers sur les Australiens, on voit que ces soldats, leur travail, leur job, c'était de chasser le lapin. Donc, il est en train de lapiner, donc avec son frère, ses sœurs et son ami, et il regarde son frère en train de se battre avec un furet dans un terrier, en tenant son fusil dans la main droite, et sa petite sœur, qui a 7 ans, arrive derrière lui, et elle, par accident, elle appuie sur la gâchette, et en fait elle tue son frère, qui meurt presque immédiatement. Donc il a été tué par survécu à la guerre, il est tué par accident par sa petite fille de 7 ans. Un autre exemple, je vais peut-être avoir une petite idée avec la photo de la grenade que j'ai mise, c'est la mort d'Edward Arthur Hollingworth, qui s'engage à 25 ans, qui a passé beaucoup de temps à l'hôpital pour un abcès dentaire. À l'époque, il y a des choses qu'on ne sait pas trop soigner depuis tout le temps, et abcès dentaire, il a passé des semaines, même des mois à l'hôpital. Il est blessé aussi en Égypte, mais il retourne en Australie, il survit à la guerre. Il avait ramené de la Première Guerre mondiale quelques souvenirs. C'est quelque chose que les soldats ont fait pendant la guerre. Si on ramène un souvenir, alors les souvenirs, ça peut être quelque chose qu'on prend sur un soldat allemand. Son ceinture, la cascade pointe, les épaulettes, toutes sortes de souvenirs. Tous les soldats ont fait ça. Les Australiens peut-être un peu plus que les autres, parce que ils venaient de très loin. En venant de l'autre bout du monde, on peut comprendre qu'ils voulaient ramener des choses chez eux. Il y a beaucoup d'histoires d'Australiens qui ont ramené des choses qu'ils ont, comment dirais-je, empruntées, c'est-à-dire volées, par exemple, des tableaux religieux dans les églises. Vous connaissez peut-être l'histoire du baron rouge, cet aviateur allemand qui s'est écrasé pas loin d'ici. Et il y avait un avion rouge que tout le monde connaissait, alors on s'écrase dans les lignes australiennes. Ces soldats australiens se sont rués vers l'avion, chacun voulait prendre un bout de l'avion pour souvenir. Et donc son avion est disparu, tous ces soldats australiens ont pris des petits morceaux. Donc c'est ce qu'a fait le soldat Hollingworth. Il a ramené un souvenir. Le souvenir qu'il a ramené, c'est une grenade. Bon, voilà. Pourquoi pas. On est en 1936. C'est quand même longtemps après la fin de la guerre. Et il est chez lui avec sa fille et un ami lorsque, on ne connaît pas les circonstances exactes, mais la grenade a explosé. Donc on peut imaginer qu'il devait être en train de manipuler la grenade ou son ami, un accident, il est tué sur le coup et sa fille est gravement blessée. À la suite de l'enquête, le coroner de la ville va demander à tous les soldats de retour de ramener des munitions s'ils en ont encore. C'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Vous savez peut-être, en habitant ici, dans la Somme, ce problème des munitions, on en voit encore beaucoup. Le service du déminage intervient régulièrement. Il y a encore
encore des tonnes et des tonnes d'obus qui n'ont pas explosé, qui sont encore enterrés. Il y a eu quelques semaines d'évacuation d'un village, je crois dans le Pas-de-Calais, qui avait des tonnes et des tonnes d'obus. Il y a encore des accidents. C'est quelque chose, même si c'est relativement rare, mais ça arrive encore. Donc la Première Guerre mondiale, elle tue encore. Pour finir, je vais vous parler d'un cimetière qui se trouve en France. C'est une histoire qui m'a beaucoup ému la première fois que j'en ai entendu parler, ce que je ne connaissais pas, c'est le cimetière des Fous de Cadillac. C'est en Gironde, à côté de Bordeaux. Cadillac, il y avait un hôpital psychiatrique qui fonctionnait toujours il y a quelques années, c'est terminé. Et cet hôpital, il reçoit un certain nombre, des centaines, voire même des milliers de patients graves, c'est des pathologies très lourdes. En fait, c'est un hôpital prison, pour pas que les gens puissent s'échapper. Et après la guerre, il reçoit un grand nombre de soldats mutilés du cerveau. Donc des soldats qui souffrent de syndrome post-traumatique, mais vraiment des cas très sévères. Et ces soldats, ils viennent du monde entier. On sait qu'il y a des Français, mais il y a aussi des Américains, des Allemands, des Africains, peut-être d'autres, on ne sait pas, mais les cas les plus lourds. Et on ne sait pas soigner ces gens-là, c'est des fois des électrochocs, et en gros, on les laisse dans cet hôpital prison, on fait ce qu'on peut. Et ceux qui meurent, on les enterre à côté de l'hôpital, dans ce cimetière qui est assez lugubre, avec ses croix noires. On estime qu'il y a à peu près 2 à 3 000 patients qui sont morts dans cet hôpital, dont 600 soldats de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans le cimetière, il ne reste que 125 tombes. Donc, où sont les autres? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a des fosses communes. En fait, peut-être que l'un de ces soldats était australien. Peut-être, on ne sait pas. C'est possible parce qu'il y a de nombreux soldats inconnus. Comme ce soldat inconnu qui est mort en 1978. C'est un soldat de la Première Guerre mondiale qui souffrait de troubles mentaux très sévères qu'on n'a pas pu identifier. Pour raison qu'il ignore, imaginez qu'il n'avait plus son uniforme ou ses papiers, on n'a jamais su quoi en faire, on n'a jamais su l'identifier. Ce soldat, il a passé 60 ans de sa vie à l'hôpital et on n'a jamais su qui c'était. Donc peut-être que c'est un Français, peut-être que c'est un Australien, un Allemand, on ne sait pas. L'hôpital technique? Ouais. D'accord. Alors qu'il faisait n'importe quoi, l'hôpital, c'est un hôpital qui faisait pas bien son. Si j'ai bien compris, c'était pas vraiment un hôpital qui faisait correctement les choses. Ben, alors à l'époque, il y a tellement de blessés, il y a certainement, des dysfonctionnements à l'époque. Alors, il y a eu un gros travail entrepris il y a quelques années par une association locale pour essayer justement de retrouver les dossiers de ces soldats, de ces patients, et ils ont pu en identifier un certain nombre. Pas tous, mais un grand nombre. Donc je pense que c'était aussi à l'époque, on ne pouvait pas trop se casser la tête, on enterrait ces personnes sans mais les choses changent. La photo que j'ai mise là, c'était avant, il y a eu une rénovation qui a été faite, et maintenant le cimetière a quand même un bien meilleur aspect, il y a des panneaux explicatifs, mais à ma connaissance, ce soldat n'a pas été identifié. Alors, pour finir, j'ai mis une photo du soldat inconnu australien qui repose à Canberra. Le corps de ce soldat a été exhumé dans un cimetière côté ici, il est bretonneux, et ramené en Australie en 1993. En fait, le soldat inconnu, c'est un symbole très important parce que on ne sait pas, son destin, mais il représente justement tous ces soldats qui sont morts, quelle que soit leur raison de leur mort. Ceux qui sont morts pendant la guerre, mais aussi ceux qui sont morts après, ceux qui sont morts par accident, ceux qui sont morts de maladie. En fait,
ces soldats, ils sont mémorialisés. C'est-à-dire, chaque soldat australien, pas britannique, chaque soldat australien qui est mort pendant la guerre, a son nom quelque part. Ceux qui sont enterrés d'une tombe connue, leurs noms sont à stèle. Ceux qui n'ont pas de tombe connue et disparus, ils sont commémorés ici, ce sont les mémorials. Donc ces soldats qui sont commémorés, c'est un peu des héros. C'est-à-dire si le soldat est mort pendant la guerre, c'est un héros. Alors que ceux qui ont survécu, ou ceux qui sont morts après la guerre, qui ne sont pas commémorés, en fait ils sont comme s'ils étaient oubliés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont pas quelque part la même reconnaissance. Je pense particulièrement à tous ces dizaines de milliers de soldats qui ont souffert de ce syndrome post-traumatique, dont on parle peu. Alors, maintenant, on en parle plus dans les conflits modernes, mais à l'époque, non, on n'en parlait pas du tout, et c'est un peu les oubliés de la Grande Guerre. Voilà, j'en ai fini avec ma conférence et ces histoires de soldats australiens qui étaient, je sais, un peu tristes, hein, mais c'est aussi pour mettre en lumière tout ce qui s'est passé après la guerre. Il faut penser que le 11 novembre, tout s'est pas arrêté le 11 novembre, il y a eu des conséquences dans plein de pays, en Australie bien sûr, longtemps, des années, et ça continue encore. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, trop triste. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais ravi d'essayer d'y répondre. En Australie, c'est centralisé par les archives nationales australiennes, les dossiers militaires des soldats. Alors, la très grande majorité, pas tous, mais la très grande majorité de ces dossiers ont été numérisés, sont accessibles en ligne par n'importe qui. Je crois, alors peut-être que Cathy, tu sais mieux que moi, il fallait l'autorisation d'un membre de la famille pour que le dossier soit mis en ligne et soit numérisé. Parce que la plupart des familles ont fait. On retrouve un petit peu la même chose en France avec la numérisation des registres matricules. Alors la différence en France, c'est un peu plus difficile parce que c'est au niveau des archives départementales. Il faut chercher dans les différents départements. Alors que pour les Australiens, tout est centralisé dans les archives nationales australiennes. Mais c'est beaucoup de recherche parce que les dossiers sont très très complets. Et là, pour cette conférence, c'est des soldats qui ont survécu à la guerre, qui sont morts après la guerre, donc des dossiers très longs, plusieurs dossiers de plusieurs centaines de pages, mais c'est tellement complet. On trouvait même, j'ai oublié de le préciser, dans ces soldats qui meurent dans les bateaux à la suite de maladies, le relevé de température. Vous voyez ce qu'on mettait au bout du lit avec les températures, c'est même consigné dans les dossiers militaires. C'est remarquable. Puisque nous, c'était plus ce que je fais aussi les recherches. Moi, je suis allée plusieurs fois aux archives départementales où c'était plus le journal de bord. On savait tout ce qui s'était passé, les textes, mais c'était pas aussi détaillé sur les soldats. Oui, les registres matricules français, les dossiers français sont moins détaillés. En gros, ça donne des états de service et succincts, alors que les dossiers australiens, c'est très très complet. C'est à l'époque. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est remarquable. Ça a été consigné à la main, puis après, ça a été retapé à la machine. Pour appuyer votre conférence, il y a un film qui est remarquable, qui traite justement de la recherche des corps et qui traite aussi des troubles des soldats après la guerre. Ça s'appelle La promesse d'une vie de Russell Crowe. Et j'invite chaque participant à cette conférence de visionner ce magnifique film qui est de Russell Crowe, qui est de Nouvelle-Zélande. Et pour l'anecdote, on lui a refusé la nationalité australienne.
vous invite à regarder ce film qui s'appelle La Promesse de Libye. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? C'était plus par rapport à la question, c'est toutes ces infos, vous les trouvez sur quel site australien? Alors, le site portail, on va dire, c'est l'Australian War Memorial. C'est à partir de là qu'on va retrouver des articles sur les histoires des soldats, sur les batailles. On va retrouver aussi toutes les archives régimentaires, divisionnaires, tout ce qui est consigné au niveau de l'unité. Et après, il y a un portail qui mène sur le site des National Australian Archives, NAA, où là, on a les dossiers personnels des soldats. Donc, je dirais que c'est les deux sites référents officiels, AWM, Australian War Memorial, et NAA. Après, il faut savoir où chercher, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, mais une fois qu'on est dedans, on peut s'arrêter. Il y a une branche aussi, Croix-Rouge aussi. Oui, aussi, oui. Pour trouver les détails, c'est notamment ce que j'ai fait lorsque j'ai fait les recherches sur les soldats qui ont été tués dans l'hôtel de ville de Bapaume. Et c'est grâce à ça qu'on a eu plus de détails et les témoignages d'autres soldats qui ont permis de certifier le décès des soldats dans l'explosion. Oui, c'est vrai, aussi. En fait, il faut souvent recouper les sources. Il y a des erreurs aussi. Il peut y avoir des erreurs sur les dates. Encore une fois, c'est écrit à la main. L'erreur, on peut facilement se tromper sur l'orthographe d'un nom, d'une date. Il y a parfois aussi des témoignages contradictoires sur la mort du soldat. Des fois, il y a des témoignages complètement différents. Donc, mais tout est accessible. Il y a plus de questions? Allez-y, il faut profiter. Bon, sinon, on va clore alors la conférence. On va remercier Sylvestre pour encore une conférence très passionnante. C'est sa deuxième conférence ici au centre. La première, c'était une conférence en ligne au mois d'août sur les sujets des. J'arrive jamais à prononcer. Les Australiens olympiens, les Australiens qui avaient participé aux Jeux Olympiques, qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. C'est vrai que c'était en ligne, une conférence.